Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal des Alpes de la mi-journée. Au menu ce midi, une fusillade hier soir, place Saint-Bruno à Grenoble. Des dizaines de coups de feu ont été tirés, faisant un blessé, probablement une victime collatérale d'un règlement de compte. Nous serons sur place dans un instant. La crise à l'ETG, la mise à pied de Pascal Duprat, le coach emblématique du club, suscite des réactions dans la région. Nous verrons également quelles sont les conséquences de ce limogeage pour le club de foot au Savoyard, relégué en Ligue 2 cette saison. Enfin, le temps devrait s'améliorer cet après-midi. Le soleil va chasser les nuages progressivement, en plaine comme en vallée. Température tout à fait de saison, 22 à 25 degrés au pied des montagnes. Une personne a donc été blessée hier soir, place Saint-Bruno à Grenoble, victime vraisemblable d'une balle perdue après une fusillade impressionnante. Alors que les terrasses des bars étaient bondées, une quarantaine de coups de feu ont été tirés, heureusement en l'air pour la plupart. Sophie Pellerin, Vincent Abran. C'est un jour de marché tranquille sur la place Saint-Bruno, un quartier populaire situé non loin de la gare de Grenoble. Mais hier soir, l'ambiance était tout autre quand une véritable opération commando s'est déroulée sur cette même place. Premier soir du Ramadan, il y avait du monde aux terrasses des cafés quand vers 22h30, 4 hommes cagoulés à bord d'une Mégane blanche ont ouvert le feu avec des pistolets automatiques et un fusil à pompe. La scène n'a duré que quelques secondes, mais les douilles retrouvées se comptent par dizaines. Un client de ce bar sera blessé à la jambe, victime d'une balle perdue, semble-t-il. Alors forcément, aujourd'hui, les habitants du quartier ne parlent que de ça, mais personne ne veut témoigner, évoquant la peur, les bandes, le trafic de drogue. La police émet l'hypothèse d'une opération d'intimidation, voire de représailles, d'autant que 4 heures plus tôt, une autre fusillade avait éclaté, toujours place Saint-Bruno, avant de se terminer à l'intérieur de cette boucherie, faisant un blessé, bien connu, lui, des services de police. Et si les langues peinent à se délier, les enquêteurs pourraient faire parler les images. La boucherie est équipée de caméras de vidéosurveillance. Et on vient d'apprendre que le véhicule en question a été retrouvé ce matin à Quai en Chartreuse, entièrement calciné. Le procureur a décidé de confier l'enquête à la police judiciaire. Autre titre de ce journal, les réactions ne se sont pas fait attendre au lendemain de l'annonce de l'éviction de Pascal Duprat. L'entraîneur d'Évian, Tonon Gaillard, a été mis à pied pour faute grave par les dirigeants du club de football au Savoyard. Parmi les réactions à cette décision, celle de Christian Monteil, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, qui n'a pas mâché ses mots. Ils sont en train de tuer le club, a-t-il déclaré à nos confrères du Dauphiné Libéré. Des mots forts, un contexte tendu, de plus en plus tendu. Ça sent la dégringolade en cascade à ETG. Bonjour Jordan Guéant. Bonjour Daniel. Alors Pascal Duprat, licencié, le message est fort. Qu'est-ce qu'il sous-entend ? Eh bien, c'est d'abord une page qui se tourne, Daniel, pour ce club. Pascal Duprat, c'est le visage emblématique de ce club. C'est la personne phare d'ETG. En 25 ans de présence au sein du club, Pascal Duprat a occupé à peu près tous les postes. Joueur, entraîneur, directeur sportif, manager général. Il est aussi le fils de l'un des fondateurs d'ETG. Si ce licenciement était confirmé, eh bien, ce serait une page qui se tournerait pour le club et pour l'ensemble de la Haute-Savoie en général. Ce qui explique sans doute, vous en parliez, les réactions politiques ce matin. Alors, un entraîneur licencié d'un club qui est relégué, rien d'anormal, ça arrive couramment dans le football, mais là, il s'agit d'un licenciement pour faute grave. De quelle faute s'agit-il ? Et là encore, qu'est-ce qui se cache derrière cette formule ? Eh bien, c'est toute l'ambiguïté de la question, Daniel, parce que pour l'heure, la faute grave en question est totalement inconnue. Rien n'a filtré. On ne sait absolument rien de ce que reprochent les dirigeants de TGFC à Pascal Duprat. Alors, ce que l'on sait, en revanche, c'est que Pascal Duprat est pour l'heure en contrat jusqu'en 2017, contrat a priori très protecteur pour lui. En plaidant la faute grave, les dirigeants cherchent sans doute un moyen de se débarrasser à peu de frais de leur entraîneur devenu encombrant. La question, du coup, c'est pourquoi se débarrasser de Pascal Duprat ? Contacté ce matin par la rédaction de France 3, l'intéressé n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais selon nos informations, il pourrait en fait payer son récent changement de position. Longtemps fidèle à Esfandiar Bakhtiar, l'un des deux principaux actionnaires du club, Pascal Duprat se serait dangereusement rapproché ces derniers temps d'Yves Bontaz, le sponsor justement détesté d'Esfandiar Bakhtiar. Un rapprochement qui n'a pas plu, d'autant qu'entre-temps, eh bien, c'est Bakhtiar qui est devenu président de TGFC. Alors, descente en Ligue 2 du club, licenciement du coach, tension, on vient de le voir, au sein des actionnaires. Quel avenir pour le club aujourd'hui, Jordan ? Difficile à dire, Daniel, très difficile à dire. Le club aurait actuellement des difficultés financières, des difficultés qui pourraient s'aggraver avec la descente en Ligue 2, puisque son budget va sérieusement être amputé. Les haines sont aujourd'hui tenaces entre les principaux dirigeants de TG. Et puis, le nouveau président, Esfandiar Bakhtiar, n'est clairement pas quelqu'un du milieu. C'est pourtant lui qui aujourd'hui contrôle le TG. C'est un homme que l'on dit aussi financièrement exsangue. La cause, eh bien, l'achat à crédit d'actions du club, des actions qui aujourd'hui ne valent plus grand-chose. Selon nos informations,
informations, Esfandiar Bakhtiar et son acolyte Richard Tumbach seraient même prêts à se séparer de TG. Merci Jordan Guéant. La vie rose pâle pour le club ETG. On passe au social avec l'inquiétude des 347 salariés de Carbone Savoie à La Léchère, dans la vallée de la Tarentaise. La menace de fermeture plane toujours sur cette entreprise du groupe anglo-australien Rio Tinto, un géant mondial des mines et de l'aluminium. Hier, les employés accueillaient à leur façon la venue d'un haut dirigeant du groupe, Xavier Schmitt, Bernard Portugal. Des banderoles de protestation en guise d'accueil. Les délégués syndicaux saluent à leur manière la visite d'un haut dirigeant du groupe. Une réunion est prévue. Elle doit clarifier le devenir de l'usine. Pérennisation, cession ou fermeture. Mais après 2 heures de discussion, aucune avancée. Aucun éclaircissement qui nous rassure aujourd'hui sur l'avenir du site. Donc on avait posé un certain nombre de questions. Malheureusement, toutes les réponses qui nous ont été données ne nous rassurent pas du tout sur l'engagement qu'a Rio Tinto et Rio Tinto Alcan sur la pérennité du site de Carbone Savoie au jour d'aujourd'hui. Carbone Savoie a été racheté en 2007 par Rio Tinto, un groupe minier anglo-australien également producteur d'aluminium. Le site créé en 1897 est l'un des premiers fabricants mondiaux de cathodes en carbone et en graphite. Des conducteurs électriques destinés justement à la production d'aluminium, mais aussi à d'autres industries. Pour Rio Tinto, une multinationale très bénéficiaire, l'usine doit réduire ses coûts pour faire face à la concurrence. On nous demande d'améliorer les coûts et de faire des gains de productivité. Dans le même temps, les investissements vont être réduits à peau de chagrin. C'est bon an mal an impossible. L'an dernier, Carbone Savoie a fermé l'une de ses 2 usines, celle des Pyrénées. Une issue que redoute le site savoyard et ses 347 salariés. Leurs représentants en appellent à l'intervention de l'État. Nous avons obtenu une entrevue au ministère de l'économie et du numérique avec Emmanuel Macron. Donc nous allons nous rendre là-bas avec l'intersyndicale. Aucun responsable du site ou du groupe n'a souhaité s'exprimer devant notre caméra. Un dernier chiffre, depuis le début des restructurations en 2007, les effectifs de Rio Tinto en France sont passés de 15 000 salariés à 2200. Dans l'actualité toujours, sachez que la SNCF annonce la fin des travaux qui perturbaient grandement le trafic sur la ligne Lyon-Grenoble depuis février. Une bonne nouvelle à lire en détail sur notre site alpes.france3.fr. Rencontre maintenant avec le créateur d'une chaussure de sport made in Rhône-Alpes. Fabien Ternet est designer. Il s'est lancé dans la production d'une chaussure de skate en s'appuyant sur le savoir-faire d'une PME de Romans-sur-Isère, spécialisée, elle, dans la fabrication de chaussures en petite série. Jean-Christophe Solari, Grégory Lespinasse. Il a le look d'un étudiant cool, fan de sport de glisse. Fabien Ternet est en fait un jeune entrepreneur. À 36 ans, il s'attaque au marché de la chaussure de sport, précisément la basket pour skater. Dans sa mallette, les premiers échantillons de la Vercor, une chaussure conçue à partir de matériaux recyclés, bâches de camion et bouteilles en plastique. Fabien vient de boucler une campagne de crowdfunding, un appel au financement participatif. Il espérait lever 10 000 € auprès des internautes. Il a récolté 32 000 €. C'est le début de l'aventure. Mais voilà, la campagne elle m'a permis de vérifier qu'il y avait un marché et a permis de lancer bien sûr la première production, mais aussi de voir qu'il y avait un engouement derrière le projet qui allait au-delà de mes espérances. Carla Vercor a rapidement conquis la communauté des skateurs sur Internet. Dotée de renforts à l'abrasion et d'une semelle confortable, elle répond à leurs attentes techniques. Mais elle a surtout séduit un groupe jaloux de sa culture indépendante, un brin rebelle. Les skateurs ont sauté sur l'occasion de s'affranchir des chaussures made in China. C'est la première fois qu'on voit ça dans la chaussure de skate en France, premier point. La deuxième chose, effectivement, c'est l'utilisation des matières recyclées. Ça me parle. J'ai toujours eu un petit sens activiste sur ces choses-là depuis assez longtemps dans ma petite vie. La chaussure me plaît, mais même si elle ne m'avait pas plu, la chaussure, j'aurais quand même acheté le produit. Voilà. La fabrication locale, un slogan mais pas seulement. La chaussure est fabriquée à 70 km de Grenoble, à Romans-sur-Isère, au pied du massif dont elle porte le nom. Ici, le créateur a trouvé le fabricant sans lequel le projet n'aurait jamais pu se concrétiser, Insoft, une jeune PME qui a trouvé les clés de la compétitivité.
lorsque des Nike ou Adidas ou autres, toute autre marque fabrique en Asie, il y a une cascade de marges qui se mettent en place, qui lorsqu'on est sur des projets comme Vercors, en fait, on ne rentre pas du tout dans ce système-là. Donc ça nous permet justement de faire ce type d'économie. Des économies pour mieux rémunérer les fournisseurs et les salariés. Voilà ce qui comptait aux yeux de Fabien Ternet. Dans une autre vie, il a travaillé avec les usines asiatiques. Pour moi, c'est un peu le summum du côté éthique. C'est un peu de ce côté fabriquer France. Et je sais que les personnes qui fabriquent mes chaussures, elles sont bien traitées, elles ont la sécurité sociale, elles peuvent se payer le dentiste. Chose qu'on ne peut pas vérifier quand on travaille à l'autre bout du monde. Le prix de vente de ces chaussures assemblées à la main, il est aligné sur les prix du marché grâce à la vente sur Internet. Les premières chaussures sortiront des ateliers en juillet prochain. Quel avenir pour les parcs régionaux et quels moyens pour résister à la baisse de fréquentation estivale notamment? Nous en parlerons dans quelques minutes avec Marion Lestienne-Vaillot, animatrice de l'opération Interparc. Mais avant cela, Xavier Schmitt nous propose un tour d'horizon des parcs de la Chartreuse et du Vercors avec quelques-unes de leurs richesses naturelles. 4, 5, 6. Découverte des bouquetins dans le massif de la Chartreuse. La faune sauvage, mais aussi la flore et les paysages sont les premiers attraits des parcs naturels régionaux. Ce sont des territoires ruraux habités, reconnus pour la richesse de leur patrimoine naturel, culturel et humain. Espaces fragiles, ils suivent un projet de développement durable. Le parc de Chartreuse, créé en 1995 sur plus de 76 000 hectares, répond à cette ambition. Concilier le tourisme, l'économie locale et le respect de l'environnement. Même vocation pour son voisin plus ancien, le parc du Vercors, institué en 1970. Il s'étend sur plus de 206 000 hectares avec une grande diversité de paysages, au carrefour d'influences océaniques et méditerranéennes. On a une plante carnivore là. La nature invite à la randonnée et à toutes sortes d'activités de plein air, sportives ou récréatives. Et comme dans tous les parcs, un séjour est l'occasion de découvrir les habitants et les activités qui perpétuent les traditions locales, sans oublier les produits du terroir. Et pour aller plus loin sur ce thème, nous accueillons Marion Lestienne-Vaillot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes animatrice de l'opération Destination Parc, on va en parler, qui concerne également les parcs de la Chartreuse et du Vercors, mais celui des Bauges et puis les baronnies provençales. Alors, de quoi s'agit-il? L'idée, c'est de faire venir des tours opérateurs, finalement, pour organiser des séjours comme ça se fait un peu partout? Oui, alors c'est de s'appuyer en fait sur les organisateurs de voyages locaux avec lesquels on va travailler. Donc il va y avoir une collaboration opérateur et parc dans la construction de ces séjours touristiques innovants sur les parcs naturels régionaux. Alors pourquoi réunir ces 4 parcs et pas d'autres? Alors c'est les parcs préalpins qui font face à des enjeux qui sont communs. Et donc l'idée c'était de pouvoir mutualiser nos forces pour travailler ensemble sur ces enjeux qui dont notamment fait partie la diversification touristique. Qu'est-ce qui pêche chez vous? C'est la force de communication. C'est aussi pour ça que vous avez mis en place ce dispositif Destination Parc. Communiquer mieux et mutualiser les moyens? Oui, en quelque sorte, c'est ça. C'est réussir ensemble à faire ressortir les éléments qui vont être distinctifs et qui vont faire que les gens vont se tourner peut-être plus vers les parcs naturels régionaux que vers d'autres destinations touristiques pour leurs vacances. C'est un peu le problème de ces parcs régionaux qui vendent un peu tous les mêmes produits. C'est toujours la nature, un peu le patrimoine, le côté champêtre, le côté pleine nature. Oui. Ça suffit pour convaincre les gens de venir? Non, il faut appuyer sur des distinctions, vous dites? Oui, tout à fait. Il faut appuyer sur des distinctions. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous rassemblent, les valorisations des patrimoines naturels, culturels, des territoires. Ça, c'est vrai. Par contre, il y a des vraies spécificités sur chacun de nos parcs. Et justement, les séjours qui font partie de Destination Parc mettent l'accent dessus, notamment à travers des rencontres. La cible de votre communication, les jeunes, les personnes âgées, qui cherchez-vous à amener dans nos parcs? Alors, il s'agit effectivement des familles, ça peut être des groupes d'amis, ça peut être des couples. Ces produits s'adressent là à une cible de clientèle assez large. Par contre, ce qui les relie, tous ces produits-là, c'est vraiment cette dimension d'expérience, en fait, d'aventure, qui va être l'élément distinctif. Et on va passer des vacances un petit peu pas ordinaires, pas comme les autres. Donc il s'agit bien de sauver, je peux utiliser ce mot, la fréquentation des parcs régionaux qui est en baisse?
Alors effectivement, ça fait partie des actions qui sont mises en place pour faire augmenter la fréquentation touristique dans nos parcs. Oui. Eh bien écoutez, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. C'est en place et on peut consulter le site internet. Voilà, tout à fait. Le site internet destination-parc.fr qui rassemble toutes ces offres de séjour. Merci Marion Lestienne-Vaillot d'avoir répondu à nos questions. Excusez-moi. Merci. Merci. On passe à la culture avec cette question. Comment expliquer le succès de la Belle Électrique? Alors que le monde de la culture tire la langue, après la baisse des subventions, la nouvelle salle de concert de l'agglomération grenobloise se porte comme un charme et ne désemplit pas. Succès éphémère ou durable? Tentative de réponse, Sophie Pellerin et Antoine Barnas. Un concert à la Belle Électrique, c'est un peu comme son restaurant à midi, souvent complet. L'artiste israélien Asaf Avidan vient d'y jouer 2 dates à guichet fermé. Et qu'il s'agisse de rock, d'électro ou de heavy metal, depuis l'ouverture en janvier, la programmation séduit un public venu de Grenoble, mais aussi de Lyon et de Genève. Pour un établissement qui vit majoritairement d'autofinancement, le premier bilan est donc plus que satisfaisant. Reste l'avenir à construire. On n'est pas un zénith, on n'est pas là pour ne faire que de la tête d'affiche et faire du chiffre et générer des bénéfices. On est là pour rendre un service public et la valeur ajoutée de notre activité a du sens à travers aussi ce genre de label. Le label SMAC. Le label SMAC. Le label SMAC pour scène de musiques actuelles, un sésame, une reconnaissance nationale qui passe notamment par l'accompagnement des groupes locaux. D'où le partenariat de la Belle Électrique avec la Régie de C. Gestionnaire de 2 petites salles de concert grenobloises, le Ciel et la Chaufferie, cette association accueille surtout chaque année près de 70 artistes en résidence. La Régie de C possède le Vivier, la Belle Électrique, une salle de 900 places. Quand un groupe est ici en résidence pendant un an et demi, quand on veut aller un peu plus loin dans le développement du groupe, il nous manquait cette jauge-là. Donc, à terme, c'est aussi ce qu'on espère, c'est-à-dire conduire, j'allais dire, un parcours d'artiste qui pourrait aller d'un studio jusqu'à une première partie, voire un peu plus à la Belle Électrique. Décerné par le ministère de la Culture, le label SMAC permet non seulement de faire jouer les complémentarités, mais surtout d'obtenir des subventions pour au moins 3 ans. Une aubaine en période de crise. Avec la Régie de C, la Belle Électrique espère le décrocher en janvier 2016, histoire de pouvoir confirmer sereinement des débuts réjouissants. Voilà pour l'information régionale de la mi-journée. Dans un instant, les prévisions météo, puis l'édition nationale. Prochain rendez-vous avec le Journal des Alpes, 19h. Ce sera en compagnie de Christian Deville. Très bonne journée à tous et bon week-end. À bientôt.